Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la suite de cette 8e édition de l'Innovation Week organisée par La Roche-sur-Yon Agglomération et la CCI Vendée. Merci d'être avec nous pour cette matinale en direct sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube de l'événement et TV Vendée, mais aussi en public, ici dans les nouveaux locaux de la Loco 2, le cœur stratégique du numérique lyonnais. Une matinale durant laquelle nos experts vont nous expliquer qu'il est possible de créer des applications sans code informatique, qu'il faut exploiter ces données qui valent de l'or, l'intérêt de mettre en place un plan de reprise d'activité en cas de cyberattaque ou encore, comment financer, on va dire ça comme ça, ces projets numériques. On vous invite à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag de l'événement InnoWeek85 et bien sûr à poser vos questions à nos invités. On va commencer avec notre première émission sur le code. Alors on va pas se mentir, ça va parler un petit peu de technique ce matin. J'ai le plaisir de recevoir Florent Cadouin. Bonjour Florent. Bonjour, vous êtes cofondateur de You Do Tools. David Grelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Carbone. De l'autre côté, sur le canapé, on retrouve Damien Lecamp, directeur technique de Space Elephant et cofondateur de l'association Blockchain et Société à Nantes. Bonjour Damien. Bonjour. Et à vos côtés, Jean-Baptiste Pondevie, CEO d'Ocode, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Deux thématiques liées au code. On va commencer avec le no-code et cette grande question, faut-il dire yes au no-code? Élément de réponse avec Florent et David. Florent Cadouin, avant de parler de You Do Tools, j'aimerais que l'on parle de votre parcours. Vous avez un parcours atypique dans le numérique. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, après avoir passé une dizaine d'années au service d'entreprise dans un cabinet d'expertise comptable commissariat aux comptes, donc rien à voir avec le numérique, j'ai rejoint une PME industrielle où j'y ai passé une douzaine d'années et dans lesquelles j'étais contrôleur de gestion. Donc à nouveau, rien à voir avec le numérique. Et pour autant, il a fallu mettre un peu les mains dans le moteur de la data, si on peut dire, pour servir au mieux les métiers de l'entreprise. Et à cette occasion, en fait, j'ai rencontré mes associés actuels, où en fait, nous avons partagé une vision commune qui était comment donner accès aux gens du terrain, comment donner accès en fait, à la création d'applications métiers pour qu'ils puissent mieux gérer leur métier du quotidien et puis mieux réaliser leurs tâches. Tout en leur inculquant, en essayant de leur inculquer la culture de la data. Alors, You Do, en quelques mots, c'est quoi? You Do, c'est hyper simple. On va dit comme ça me va. Maintenant, la suite, j'attends. Donc c'est une plateforme web de programmation visuelle qui permet de créer des applications, qui permet à des non-développeurs de créer des applications sans avoir à écrire une seule ligne de code. Mais ça permet également à des développeurs de réaliser aussi des applications, mais de façon beaucoup plus rapide. David, Carbone, c'est quoi comme société? Alors Carbone, c'est avant tout un outil qui facilite la génération de documents type PDF, Excel, à partir de données qui viennent d'être de diverses applications. Et en fait, l'originalité de Carbone, c'est justement que l'outil principal de développement, c'est la suite Office ou LibreOffice que tout le monde connaît. Donc il n'y a pas besoin de coder. Qui sont vos clients à tous les deux? Alors moi, de mon côté, j'ai vraiment tout type de clients. Et c'est là où on voit que le no-code s'adresse vraiment à tout type de typologie d'entreprise, parce que j'ai des clients qui vont d'éditeurs de logiciels jusqu'à des revendeurs dans le luxe, etc., comme Christian Dior, etc., ou le ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est très large. Oui, carrément. C'est très très large. C'est très très large. Ouais. Et pour You Do? Pour nous, en fait, donc déjà la cible de You Do, c'est essentiellement des PME, donc forcément nos clients sont essentiellement des PME. Mais pour autant, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le no-code tel qu'il existe aujourd'hui, il est plutôt à destination des startups. En tout cas, les plateformes les plus connues, en fait, s'adressent beaucoup aux startups pour faire leur MVP ou des choses comme ça. Et nous, en fait, on a plutôt choisi un positionnement un peu différenciant en s'adressant aux PME qui ont des grands besoins de transformation numérique. Alors, si vous deviez expliquer à un ado de 3e ce qu'est le no-code, en mode prof de techno, vous le feriez comment? En fait, moi, je lui dirais que c'est le no-code aujourd'hui, c'est un peu comme un set de Lego où on vient assembler des briques pour construire une interface visuelle. Mais au-delà de ça, c'est un peu comme ce qu'ils apprennent aujourd'hui, où en fait, on leur apprend à faire de l'algorithmie, par exemple sur Scratch. C'est quelque chose qui leur parle, ça. C'est vrai. Et donc, au-delà de faire bouger des petits bonhommes avec de l'algorithmie, en fait, on vient construire des interfaces. Dans notre cas, plutôt de gestion, mais dans d'autres cas, ça peut être des sites web, des applications
même jusqu'à des jeux. Aujourd'hui, on est capable de faire des jeux en no-code. Vous auriez fait un bon prof de techno, Florent. David, c'est quoi la différence avec le low-code, puisque vous utilisez le low-code? En fait, je dirais très basiquement, le no-code, c'est on décrit on va dire le quoi, et en low-code, on décrit le comment. C'est-à-dire en fait, en no-code, on va par exemple déplacer des briques. C'est vraiment de la programmation par glisser-déposer, on va dire. C'est un petit peu le Candy Crush de la programmation. Et en fait, vous glissez des parties, ça vous génère l'application derrière. Alors que le low-code, là, vous commencez à écrire quelques lignes de code. C'est un petit peu la colle, un petit peu de tout ça, qui va permettre d'aller un petit peu plus loin que le no-code. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire du code, ou plutôt du no-code, Florent, vous? En fait, moi, j'avais pas le temps ni l'envie d'apprendre à coder déjà. Et comme un peu la majorité de la population mondiale, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 0,3% de la population mondiale qui sait coder aujourd'hui. Donc, par définition, ne sait pas écrire de code informatique. Et pour autant, en fait, dans l'entreprise où j'étais, il y avait des grands besoins de personnalisation, de création d'applications. Donc, du coup, c'est ce qui m'a amené à pousser ces technos-là, quoi. En préparant cette émission, vous m'expliquiez qu'il n'y a pas de no-code sans API et sans cloud. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, en fait, le no-code, c'est ça qui a été bien accéléré par tout ce qui est cloud, application web, parce que du coup, tout est déjà installé finalement sur le web déjà. Tout est déjà disponible. Il n'y a pas d'application installée sur son poste, etc. ou sur des serveurs. Et puis en plus, du fait d'avoir maintenant, il existe une API pour tout en fait. Et par exemple, si on a une appli no-code qui est incomplète, on peut la compléter facilement en branchant des API qui viennent d'autres services, donc comme si on branchait des tuyaux. Et ça, c'est très pratique. Et c'est très commun dans le web. C'est ce qui facilite le no-code. Après, là, on ne va pas se mentir. Dès qu'on parle d'API, on rajoute un peu une couche de complexité à la construction des applications. D'accord, à la construction des briques, Ouais, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est une brique supplémentaire. Pourquoi no coder au final? Pourquoi no coder? Pour gagner du temps. C'est vraiment la rapidité. En fait, c'est vrai que ça permet vraiment de sortir une application très 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 rapidement. Dans le cas de Carbone, nous, ça nous décharge en tant que développeur aussi de créer ces rapports. Donc vraiment, c'est une question de rapidité, de livrer très vite. Et ça change tout, parce que ce qui est important dans le logiciel, c'est le feedback en fait. Rien n'est parfait du premier coup. Et en fait, c'est quand on livre et quand on commence vraiment à utiliser l'appli qu'on se dit ah non, finalement c'est pas comme ça. Il faut changer ça. Il faut changer ça. En no-code, ça va très vite. On peut très vite faire un retour, changer, etc. En fait, moi j'ai une petite phrase là-dessus, c'est que ça permet de se tromper vite pour faire mieux plus vite, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc pour les entreprises, c'est intéressant dans le sens où vous leur faites gagner du temps. En tout cas, ils gagnent du temps, enfin, pour les personnes qui utilisent cette technologie au sein même de leur entreprise. Du temps et de la capacité de personnalisation qui est beaucoup plus forte qu'auparavant, par rapport aux progrès qui ont été faits. Puisqu'en fait, jusque-là, on va dire qu'une entreprise, une PME classique, ça avait un ERP, quelques logiciels métiers, et puis pour tout ce qui n'était pas couvert en fait, par l'ERP ou par les logiciels métiers, il y avait de l'Excel. Et donc en fait, les outils no-code aujourd'hui permettent de remplacer Excel, c'est pas le cas, puisqu'il a toujours sa place. Mais en tout cas, ça permet de faire un bout de chemin vers la collaboration, vers l'unicité du système d'information, quoi. Alors David, vous êtes développeur. Oui. Et vous faites du no-code. Oui. Développeur alors. Oui, ça profite largement aux développeurs. En fait, en tant que développeur, on cherche toujours à optimiser nos tâches. Le bon développeur, il est feignant en fait. Il faut qu'il aille vite. Il essaie de trouver des moyens d'aller plus vite. Et du coup, en tant que développeur, on utilise même certains qui n'avaient pas le nom no-code, mais on l'utilise un petit peu. Donc non, c'est un outil qui est très utile pour les développeurs aussi. Cher au final de faire du no-code que de faire appel à un développeur. Il devrait, mais un il va développeur, peut-être dire oui. C'est ça en fait. Mais en fait, les développeurs sont rares. De toute façon, c'est juste ça le problème. Et du coup, d'ailleurs, là, la tension sur le marché du recrutement des développeurs, elle est très, 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 très forte. Et effectivement, du coup, les salaires commencent à augmenter. Enfin, même en plus avec le Covid, dans nos régions, on commence à avoir des salaires qui montent parce que les mêmes cherchent des développeurs ici dans nos régions. Et donc, c'est sûr que oui, ça peut être moins cher. En tout cas, on peut ne pas recruter de développeurs pour faire certaines choses. Correct, tout ça, ouais. Vous êtes pas développeur?
vous êtes tranquille là. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Alors moi, je trouve ça, en préparant cette émission, je me suis dit d'accord. Je peux faire du no-code à mon petit niveau. Et je me suis quand même posé la question de savoir si ça avait ses limites, parce que ça a l'air génial dit comme ça, mais est-ce que et lesquelles? Bien sûr, ça a des limites, alors qui sont à peu près tous les jours. Puisqu'en fait, pour faire du no-code, en fait, il faut quand même développer du code, hein, parce que en fait, le no-code, ce n'est que de l'abstraction du code. Et donc, en fait, aujourd'hui, les limites du no-code, ça va principalement être dans la personnalisation extrême. Et tout à l'heure, je pense qu'on va parler de blockchain. Bon, même s'il y a quelques blockchains qui sortent en no-code, je suis pas sûr que ce soit encore tellement au point tout ça. Et puis, il y a également... En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui peut manquer au no-code, le low-code, en fait, vient le remplacer. Oui, enfin, vient le compléter, plutôt. David? Oui, ça, en fait, les deux, d'ailleurs, se complètent, un no-code et low-code, ouais. C'est clair. Et ouais, c'est vrai que... je sais plus ce que je voulais dire, moi aussi. Mais oui, non, c'est clair que il y a toujours des limites. Déjà, il y a une limite qu'il faut connaître, c'est qu'avec le low-code, la propriété du logiciel se retrouve à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut accepter que son code, que le logiciel, la valeur métier, elle n'est plus chez nous, elle est dans l'outil no-code qui n'est peut-être pas forcément dans l'entreprise. Ça, il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Il ne faut pas tout mettre non plus, je pense, dans un outil no-code. Il ne faut pas tout miser sur, Ben oui, parce qu'en fait, c'est sur le no-code ou le low-code. Une start-up, ce qui est bien, je pense, c'est pour les outils internes d'une entreprise, c'est très bien, parce que du coup, ça peut automatiser des tâches, des processus en interne. Par contre, miser sur du no-code, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. En tant que start-up, démarrer vraiment un business où toute la valeur métier est dans un outil no-code, c'est-à-dire que la start-up, elle n'a pas son propre logiciel à elle a tout mis dans un outil no-code. Ça me paraît risqué du point de vue après de la valeur et de la maintenabilité dans le temps, de la valeur du business en fait. Donc ça peut savoir cette limite-là, il faut savoir qu'on est coincé par l'outil après. Et est-ce qu'on peut passer d'un logiciel à un autre? Enfin, en tout cas, du no-code à un logiciel et inversement? Ouais, justement, c'est là la limite. Ouais. En fait, c'est assez difficile. Il n'y a pas de standard qui permette de sortir cette petite boîte noire là et de la remettre dans un autre outil. Il n'y en a pas encore, peut-être ça reviendra. Ça dépend un peu de la plateforme aussi. Ouais, ça dépend de la plateforme. Il y en a qui sont ouvertes et qui permettent de ressortir le code, mais ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Vous avez des exemples à nous donner de sociétés, d'entreprises avec lesquelles vous travaillez, qui sont passées justement au no-code ou au low-code et qui en tirent de nombreux bénéfices? Ouais, moi, en fait... De mon côté, je pense à Christian Dior, qui est un bel exemple. En fait, eux, ils utilisaient un outil de CRM qui est très connu aux États-Unis, Salesforce. Et en fait, ils avaient besoin de générer des documents très spécifiques pour la douane, et Salesforce ne le permettait pas. Du coup, ils sont venus compléter en fait avec Carbon Salesforce pour pouvoir personnaliser les documents, et du coup, ils génèrent vraiment des documents qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et puis, les personnes qui génèrent ces documents-là, ce n'est pas des développeurs. C'est des responsables produits, ou des anciens, c'est des anciens devs, ils sont aujourd'hui chefs de projet, etc. Et en fait, ils sont autonomes pour faire ça. D'accord. Sans développeur. Et Florent? Et moi, le petit cas d'usage auquel je pense, c'est une entreprise locale que je peux nommer sans problème, c'est Sachou Ascenseur, qui avait jusque-là en fait un ERP métier. Et qui en fait a choisi de miser sur notre solution en fait, pour vraiment avoir un ERP sur mesure qui corresponde parfaitement à ses process. Ce qui n'était pas le cas avant, même avec un logiciel métier. Quoi. Voilà. Très bien. Ouais. Super bénéfice pour eux. Est-ce que ce n'est pas un effet de mode? Est-ce que c'est pas cyclique, quelque chose qui va revenir tous les 10-15 ans? Alors en fait, moi je pense que le mot low-code, no-code, c'est nouveau, c'est clair, c'est ça qui est à la mode. Par contre, le concept d'abstraire le code, etc., est vieux comme l'informatique. En fait, depuis le début de l'informatique, on a toujours cherché à ajouter des niveaux d'abstraction pour gagner du temps, en fait, tout simplement. Et du coup, je pense que c'est une évolution finalement naturelle de l'informatique. Si vous regardez même avant Excel, pour faire des calculs, il fallait développer en fait. Et Excel, c'est déjà un petit peu un outil no-code qui est apparu pour faire des calculs sans être un informaticien. Et finalement, depuis tout le temps, en fait, ça a toujours existé. Et je pense que c'est une évolution naturelle, je pense. À part le vocabulaire qui est nouveau, qui permet peut-être de simplifier d'ailleurs la compréhension. Parce qu'il existe un autre mot qui s'appelle le Model Driven Development,
où on développe du code par le modèle. On décrit en fait et ça génère du code. Et ça existe déjà depuis un moment dans les systèmes embarqués, par exemple. Mais c'est juste que le mot, il faisait peur, je pense. Et le code et no code est plus simple. Et jusque-là, en fait, cette abstraction, elle était surtout à destination des développeurs. Et aujourd'hui, en fait, ce niveau supplémentaire d'abstraction, on va dire, il permet justement à des non-développeurs quand même de faire des applications. Donc forcément, et à mon avis, l'étape ultime, alors je ne sais pas si ce sera l'ultime, mais en tout cas la prochaine, c'est grâce aux intelligences artificielles. À mon avis, ce sera de décrire son application assez simplement. Et l'algorithme générera en fait les écrans, les workflows, Très etc. Bien. Bon, on verra ça. On n'en est pas là encore. Mais c'est pas de la science-fiction. Oui, ça commence déjà un peu. petit peu. Ça commence déjà. J'ai une question qui a été posée sur les réseaux sociaux. Merci. Hashtag InnoWeek85. Merci de poser vos questions directement en commentaire puisque vous êtes en direct depuis les chaînes YouTube de l'événement et de TV Vendée. Une question sur la sécurisation. Est-ce que le no-code est ou moins sécurisé, plus ou moins sécurisé par rapport aux autres plateformes? Moi, je pense que c'est peut-être plus sécurisé. Disons que déjà, on fait moins d'erreurs très bas niveau dans le code. C'est souvent les erreurs les failles de sécurité. Elles sont dans les couches basses, en fait. En tant que développeur, on peut vite oublier des petites parties. Il y a tellement de choses à penser. Là, le fait qu'on est dans un outil qui abstrait beaucoup de choses, déjà, ça nous limite. On ne peut pas faire un petit peu ce qu'on veut. Et du coup, justement, cette limite a aussi l'avantage de nous empêcher de faire des choses mal, de laisser des trous, des failles, etc. Je pense que oui, ça nous protège de quelques failles. Ouais, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, David, il y a une sorte de standard en fait qui va sortir du code généré, quoi. Donc, qui peut éviter justement ces failles de sécurité. Pourquoi maintenant? C'est vrai ça? Pourquoi le no-code maintenant? Ouais. Je pense qu'il y a déjà le web, ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, le web simplifie un petit peu les choses parce que voilà, maintenant, d'un simple clic sur Internet, on a accès à une application assez facilement. Donc, je pense que ça aide. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une évolution naturelle. En fait, pour moi, c'est vraiment c'est dans la continuité. Et du coup, on cherche toujours un petit peu à simplifier le développement. Et donc voilà. Ouais, il y a l'effet Covid aussi qui a été assez bénéfique. Le fait que chacun se retrouve chez soi, parfois certains en télétravail et qui n'avaient pas accès en fait à leur outil. Donc du coup, l'accès au cloud via ces applications-là. Alors justement, est-ce que la crise a été un catalyseur justement pour le développement du no-code? Ouais, je pense. Moi, franchement, je pense. C'est un petit peu, ouais, effectivement. Je pense. Ouais, avec notamment l'apparition du télétravail, c'est ça? Et les clouds, etc. Ouais, très bien. Je me tourne vers Damien et Jean-Baptiste. Alors, faut-il dire yes au no-code selon vous? Alors moi, en tant que en quelques mots. CTO, chez SpaceElephant, on développe nous-mêmes nos solutions, mais effectivement, il y a un réel intérêt. En fait, c'est pas plutôt pour remplacer, mais c'est pour compléter. Il y a tellement de demandes et pas assez de personnes pour fabriquer. Carrément, je pense qu'il y a plein de cas métiers qui ont vraiment un intérêt à développer très vite, avec des retours d'utilisation et donc d'amélioration très rapides, des cycles très courts. Donc oui, ça vaut le coup. Ouais. Jean-Baptiste? Ouais, pour compléter. Moi, je suis pas un technicien, mais en tout cas, pour compléter, je pense que c'est une bonne solution. Ouais. Et ça marche très bien aussi avec les smart contracts, ceci dit. On en parle maintenant. Alors, on va parler des smart contracts. L'économie des smart contracts est encore embryonnaire et semble promise à un très bel avenir. Alors, de nombreuses applications décentralisées dans les secteurs variés tels que la santé, l'assurance ou encore les chaînes d'approvisionnement sont actuellement en cours de développement. C'est une économie dans laquelle les systèmes de blockchain vont jouer, et là on va en parler avec vous, Damien, un rôle essentiel. Quels sont les usages du smart contract dans les entreprises aujourd'hui et surtout les enjeux pour demain? Damien Lecamp, vous allez nous expliquer cette nouvelle techno. Et puis Jean-Baptiste, vous serez la preuve par l'exemple. Alors les smart contracts ou contrats dits intelligents, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle technologie qui vient d'arriver? Tout à fait. Merci, bonjour à tous. Alors en fait, peut-être pour expliquer les smart contracts, alors moi j'utiliserai plutôt la définition de contrat autonome plutôt qu'intelligent, parce qu'en fait c'est pas vraiment intelligent, ça fait ce que le développeur veut faire. En fait, on va remonter peut-être d'abord à l'origine, puisque les smart contracts s'appuient sur la blockchain. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Alors ça prend un petit peu de temps à expliquer, mais plutôt que d'expliquer comment ça fonctionne, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'elle a émergé et à quel besoin elle a répondu. Donc là on remonte une dizaine d'années en arrière, on est en 2008-2009. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, crise des subprimes en 2009.
crise financière majeure. Et un certain nombre d'acteurs se sont dit, voilà, en fait, aujourd'hui, à l'époque, il y a des gens qui ont utilisé l'argent pas forcément d'une très bonne manière. Des gens se sont dit, il y a un problème autour de cet argent, on ne l'utilise pas bien, on ne sait pas comment elle est utilisée. Et donc des gens se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un outil informatique pour proposer d'autres valeurs, pour pouvoir gérer l'argent autrement À l'époque, il se trouve que ça tombe bien, la technologie était mûre pour justement, la blockchain existait déjà, ça avait déjà été essayé à plusieurs fois. Et en fait, on a le croisement d'un côté d'un problème qui est comment gérer l'argent autrement, et une technologie qui permet justement de gérer l'argent. Et donc en fait le Bitcoin, c'est la première blockchain qui a marché à l'échelle publique, apparaît, qui existe encore, tout à fait, qui est encore la reine des blockchains aujourd'hui. Il y en a des dizaines aujourd'hui qui ont essaimé. Et en fait, c'est ça l'origine de la chose, c'est comment on peut gérer de l'argent autrement. Donc le premier cas d'utilisation de la blockchain, c'est gérer de la monnaie, de la crypto-monnaie. Et en fait, pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'en fait, la blockchain a une caractéristique essentielle. En fait, c'est un système anti-copie. C'est-à-dire que quelque chose qui existe dans la blockchain ne peut pas être dupliqué, on ne peut faire que transférer. On peut posséder, donc là dans le cas d'un Bitcoin, on peut le posséder ou le transférer. C'est le premier système qui permet de matérialiser l'existence de quelque chose et de ne pouvoir que le transférer comme dans le monde réel. Quand vous possédez un smartphone, vous ne pouvez pas le dupliquer et le donner à quelqu'un d'autre. Alors rappelez-vous, à l'époque, le piratage était énorme, on prenait un MP3, on le dupliquait à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un système qui ne permet pas de le faire. Et donc en fait, pourquoi est-ce ce système fonctionne ? Il est basé sur des systèmes, des algorithmes mathématiques qui ont mis du temps à mûrir. Ils étaient mûrs à l'époque, en termes d'informatique. On est basé sur un système qui est distribué. En fait, on va dupliquer l'information sur énormément de serveurs. Ça, c'est très important. Ça empêche la possibilité de modifier un nombre donné. On est basé sur un système ensuite le troisième pilier, c'est justement on va avoir un système d'écriture avec des règles spécifiques. Qui a le droit d'écrire dans le système ? Donc là, c'est ce qui va faire la variété des blockchains du marché. Et enfin, le dernier point, c'est comment les données dedans sont matérialisées et comment elles sont enregistrées. Et en fait, elles sont enregistrées, elles sont chaînées. Chaque donnée est liée à la précédente. D'accord. Et en fait, l'ensemble de ces éléments fait qu'on arrive à un système très sécurisé, impossible à modifier et infalsifiable. Et à partir du moment là, des gens se sont dit, on ne peut pas gérer que de l'argent avec ça. Si on stocke de l'information, elle va rester là éternellement. Elle sera impossible à modifier. Et donc, on aura la capacité à contrôler dans le temps, 2 ans, 10 ans, dans 50 ans, que cette information qu'on a positionnée, elle n'a pas changé, elle est toujours là et elle a toujours la valeur qu'elle avait à l'époque. Ce qui n'est pas le cas d'un système informatique habituel. Vous vous connectez à une base de données, vous changez la donnée. Dans une blockchain, c'est impossible. Les smart contracts, c'est une couche qu'on rajoute par-dessus en 2015 qui permet à tout à chacun, n'importe quel développeur, de pouvoir coder à l'intérieur de la blockchain ses propres règles. D'accord, ok. Donc ça, c'est la question, comment ça marche ? Exactement. C'est le journaliste scientifique, comment ça marche ? Ça fonctionne comme ça. Donc la blockchain, les smart contracts sont juste au-dessus en fait. C'est un ensemble en fait. C'est l'enveloppe de la blockchain. Alors c'est à l'intérieur plus que l'enveloppe, c'est à l'intérieur et ça permet de programmer du coup à peu près n'importe quoi comme cas d'utilisation lié à un besoin de sécurité, d'inviolabilité de la donnée. On n'a pas besoin de la modifier. Et à partir du moment où on a un problème de confiance, parce qu'en fait c'est ça le sujet. On va en parler de la confiance effectivement. Parce que quels sont les usages pour les entreprises ? Exactement. En fait, à partir du moment où vous êtes entreprise, vous intervenez, vous travaillez avec un partenaire, un fournisseur, en fait un tiers à l'extérieur de votre système d'information, vous avez besoin quelque part de vérifier de l'information ou de partager de l'information où chacun va pouvoir vérifier qu'elle est juste, pas modifiée. Et donc ça, c'est un problème, surtout quand vous commencez à être une dizaine, une centaine. Par exemple, dans la logistique, la chaîne de production de données, elle est colossale. Ça passe d'un opérateur à un autre. Est-ce que la donnée n'est pas modifiée et falsifiée au passage ? Parce que chacun cherche à tirer la couverture à soi. Et la blockchain est un système essentiel justement pour prouver à tout le monde qui a posé l'information. Chacun peut contrôler et relire cette information en étant certain que personne ne peut la modifier en tirant la couverture à soi. Donc derrière les use cases, par exemple, à une époque, les constructeurs automobiles cherchaient à digitaliser le carnet d'entretien des véhicules. Entre eux et tous les garagistes qui viennent apporter de l'information, j'ai fait la maintenance à telle date ou pas, rendre absolument fiable tout simplement le kilométrage d'un véhicule. Aujourd'hui, vous pouvez quand même manipuler le kilométrage d'un véhicule. Le stocker dans un système comme ça permet de garantir dans le temps que la donnée n'est pas falsifiée. Tout le monde, n'importe quel propriétaire pourrait contrôler. Tout à l'heure, Jean-Baptiste présentera le use case qui était orienté autour un petit peu de ce système-là. Dans la logistique, énormément autour de ça. Et puis évidemment la finance. La finance qu'on avait, la bourse, etc., qui est en train de migrer aussi vers la blockchain grâce aux smart contracts. Quels sont les enjeux pour les entreprises ?
Alors les enjeux, c'est fort en fait, puisqu'il y a une vraie défiance de beaucoup d'entreprises de regagner la confiance de leurs consommateurs. Je vais prendre l'exemple de la grande distribution. Ça fait déjà 2-3 ans, vous dites que c'est nouveau, mais en fait ça c'est déjà pas mal déployé. Il y a énormément dans la grande distribution de produits dont on peut vérifier la traçabilité, l'origine. C'est très intéressant pour des produits dont on sait qu'il peut y avoir de réelles fraudes. Si je prends l'exemple du miel, par exemple, aujourd'hui le miel, paraît que 60 à 70% du miel qu'on achète, en fait c'est juste du sirop de glucose avec un petit on rajoute l'odeur du miel à l'intérieur. Et donc en fait on va avoir des systèmes basés sur la blockchain qui vont permettre de garantir l'extraction, la traçabilité de ce produit au fur et à mesure de la distribution jusqu'à la vente. Voilà, c'est le genre de produit qui a un réel intérêt à être tracé là-dedans parce que ça reste complexe, un peu cher, mais pour des produits qui ont de la valeur, c'est très intéressant d'avoir cette information. Alors la traçabilité, j'entends, mais j'entends aussi le mot confiance. C'est-à-dire qu'on met donc sur ces systèmes-là des données qu'on a envie de mettre en fait. Exactement. Donc on n'est pas obligé de mettre toutes les données, et donc il faut réussir à avoir confiance, en tout cas se faire confiance entre fournisseurs. Est-ce que c'est pas la limite quelque part? Tout à fait, c'est une des limites. D'ailleurs, je vais travailler avec des entreprises qui voulaient faire des projets blockchain, c'était génial. Et à un moment donné, qui me disent, mais là, il y a un problème. Là. Si on met cette donnée-là, tout le monde va l'avoir. On ne peut pas l'enlever. Et en fait, à Parce qu'il y partir a de des là, données sensibles. on commence à détricoter. Et à la fin, ils se sont rendus compte qu'il fallait surtout pas de blockchain parce qu'ils avaient un enjeu de concurrence plus fort que de partage d'informations. Il y a beaucoup de secteurs où la législation oblige les entreprises à collaborer sans pour autant qu'elles aient envie de le faire. Et pour le coup, la blockchain a un réel sens. Les banques sont les principales utilisatrices pour des processus internes, parce qu'en fait, les États les obligent à collaborer, même s'ils n'ont pas envie. Comment vous imaginez l'évolution des smart contracts dans les prochaines années? Alors les enjeux, c'est une deuxième limite. Aujourd'hui, c'est clairement les aspects de volumétrie et de performance. C'est-à-dire qu'une blockchain, globalement, c'est un système assez lent par rapport à d'autres systèmes informatiques. C'est rapide, mais en fait très lent par rapport à d'autres. Et vraiment, il y a un réel besoin de grandir sur ce sujet en termes de performance, faire plus de volume. On parle de 200 millions d'utilisateurs à l'échelle mondiale, de différents use cases. C'est très faible, ça fait que quelques pourcents de la population mondiale. Pour passer à une échelle plus grande, il va falloir vraiment que le système grandisse et mûrisse. Alors, Jean-Baptiste, vous allez nous expliquer comment vous utilisez les smart contracts chez Ocode. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Ocode en quelques mots, votre société? Oui, donc Ocode, on fait des NFT. D'accord. C'est-à-dire? Donc on fait des tokens non fongibles. Alors je vais prendre le cas qui vient d'être expliqué. En fait, le Bitcoin est un token qui est fongible, c'est-à-dire qu'il peut être divisé en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on peut acheter 0,00001 Bitcoin, par exemple. Un NFT, il n'est pas fongible, c'est-à-dire qu'on n'en achète qu'un, il n'y en a qu'un, on ne peut pas le diviser en plusieurs fois. Et donc, on fait un NFT de l'objet, c'est-à-dire qu'on va prendre un objet, et autour de ça, on va sécuriser l'information, donc autour de l'objet, donc la documentation, la ligne de vie, et ainsi de suite. Et on va garantir la propriété, c'est-à-dire qu'on va certifier que le propriétaire est le bon propriétaire. Et donc, ça sert notamment pour le recel ou le vol. C'est-à-dire que si je me fais voler un objet, je ne peux pas, en tout cas, certifier la propriété parce que je l'ai volé. Donc, en tout cas, je peux certifier que moi, je suis bien le propriétaire et le bon propriétaire. En quoi c'est intéressant alors, pour votre société? Et déjà, comment vous avez eu l'idée justement d'utiliser cette techno? Alors l'idée, c'est un long chemin. Voilà, ça vient pas comme ça. En tout cas, nous, notre business, c'est d'apporter la confiance. Donc nous, on vend de la confiance. Et donc, on apporte une solution qui permet à l'industriel, au point de vente et aux particuliers d'avoir une traçabilité très très fine d'un produit et de pouvoir avoir une ligne de vie qui soit notamment inviolable pour pouvoir garantir cette confiance. Alors, vous avez une approche business des smart contracts. Vous allez nous donner un exemple probant. On va dire, l'une des choses les plus volées en France, ce sont les vélos, et vous luttez contre ça. Oui, donc on a un cas d'usage qui est très parlant, notamment dans le vélo. Je vais prendre un cas qui est notamment, on a été missionné par le ministère de l'écologie sur Coup de pouce vélo. Donc Coup de pouce vélo, c'est une plateforme qui permettait d'avoir 50 € de chèque de réparation pour pouvoir réparer son vélo. Donc c'était au premier déconfinement, donc on aura peut-être un autre, mais bon, en tout cas, c'était le 11 mai 2020, et donc il fallait remettre les gens, on va dire, au boulot, et donc le ministère de l'écologie nous a contactés pour pouvoir mettre en place une plateforme qui permette de faire réparer ses vélos et donc de distribuer un chèque de 50 € à celui qui vous fait réparer son vélo. Donc ça consiste en quoi ? On a notamment une plateforme qui enrôle
les réparateurs. Donc, il faut certifier que le réparateur est un bon réparateur. En tout cas, certifié avec, on appelle ça un KYB, donc un You Know Business. Donc, c'est-à-dire qu'on va certifier que le réparateur est une vraie société. Et ensuite, on va certifier le KYC, c'est-à-dire que la personne est une vraie personne et ce n'est pas plusieurs personnes décuplées. Et donc, pour ça, on a mis en place une plateforme qui va permettre de faire, en tout cas, enrôler ce réparateur. Je vais mettre en place, je suis propriétaire de vélo, j'ai envie de me faire réparer mon vélo. Je vais mettre mon vélo chez le réparateur il va réparer mon vélo et donc il va émettre une facture. Et donc c'est là où intervient le smart contract. C'est-à-dire que nous, on a mis en place une plateforme où je vais mettre en place une facture. Cette facture-là va être émise dans la plateforme. La plateforme, elle va regarder si les conditions générales d'utilisation sont conformes. Donc la facture, elle est conforme. Est-ce que c'est conforme? Oui. Est-ce que le réparateur est enregistré dans le système, est un bon réparateur? Oui. Et à partir de là, on va déclencher un paiement. Donc c'est-à-dire que c'est tout gros. C'est-à-dire qu'on a mis dans le système une vérification, on a automatisé le système et à partir de là, on déclenche le paiement. C'est une fiche d'identité en fait du vélo, oui, qui est unique, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc, à partir du moment où tout est conforme, on déclenche un paiement. Donc, on a sécurisé et fait 2 millions de transactions en 7 mois. On a distribué 92 millions d'euros. Donc, c'est quand même très colossal. Et donc, le smart contract a fait son usage parce que dans un cas où il n'y en avait pas, c'est-à-dire qu'on allait vérifier un panel, on va dire, de dossiers. Et donc, dans ce panel de dossiers, ce qui était fait généralement, c'est qu'on prenait une petite partie et on disait, voilà, dans ce panel, on a 10% de dossiers frauduleux. Voilà. Ben là, au lieu d'avoir un panel, on vérifie tous les dossiers. Et ceux qui nous semblent frauduleux, en tout cas ceux dont le système semble frauduleux, ils sont écartés. Et donc, du coup, ça évite la fraude. En tout cas, ça la limite profondément. Et donc, ça évite de payer plusieurs fois différentes réparations, ou en tout cas d'apporter un système frauduleux dans un cas où c'est assez facile d'aller chercher de l'argent, quoi. Et donc là, c'est subventionné. C'est-à-dire que la subvention, c'était des C2E. Et donc, on a permis d'avoir un volume de transactions qui est très, très fort et avec notamment un process qui est très simple. Alors, ça limite la fraude. Est-ce que vous avez d'autres cas d'usage? Quelles sont les entreprises qui viennent vous voir? J'ai vu sur votre site internet, il y avait aussi la SNCF. C'est intéressant parce qu'on parle de fiche d'identité unique. Là, on parle des vélos avec la réparation, mais aussi la perte, par exemple, d'un objet. Oui, donc nous, on limite, en tout cas, on permet de limiter ou en tout cas de lutter contre la fraude et le vol de l'objet. Et donc, la SNCF notamment, on marque avec un marqueur spécifique qui est un haut code. Notamment les devices des contrôleurs, donc tablettes, téléphones, voilà. Et donc à partir de là, on y met en place tout ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire une propriété, toute une base de données qui est liée à de la documentation et tout ce qui s'est passé. Et donc à partir de là, on a une plateforme qui gère en tout cas tous les devices des contrôleurs et on sait qui l'a ramené, où est-ce que c'est. Et ça limite l'ensemble des tableurs Excel diffus. Et que je sois fournisseur, fabricant, réparateur ou intégrateur d'une solution, je peux avoir sur le même logiciel une interaction sécurisée parce que la donnée, elle est partagée. On va passer aux questions du public. On me fait signe si, dans mon oreillette si j'ai des questions sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des questions ici dans la salle, puisque nous sommes aussi en présentiel ici, donc à la Loco 2. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors moi j'ai une question. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Parce que je me mets à la place des entreprises qui nous regardent. Elles disent, ça a l'air génial les smart contracts. Mais est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Je dirais pas forcément compliqué. Un smart contract, en fait, c'est un contrat, mais qui est codé. Donc, en fait, on met le contrat dans le code directement. Donc, ça permet à... Je vais prendre le cas d'une boîte, par exemple, dans une société. On a notamment un pacte d'actionnaires. Et c'est comme si on faisait le pacte d'actionnaires dans un code. Et donc, toute la gouvernance de la société,
elle est automatisée. Mhm. Donc, c'est-à-dire que, en tout cas, le système ne peut pas être corrompu parce que c'est dans le code. Donc, on ne peut pas corrompre le code. Et donc, en tout cas, pour moi, je pense que c'est pas forcément compliqué à partir du moment où on a les bons process et le bon cas d'usage aussi, parce que ça sert à rien d'avoir un cas Oui, d'usage. c'est ça en fait. Ouais, bien sûr. Pour compléter, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, alors sans que ça s'appelle no code, mais il y a des solutions effectivement qui permettent aujourd'hui de concevoir des smart contracts en assemblant des boîtes un peu graphiques. Et il y a un réel intérêt d'un point de vue sécurité, notamment parce que il y a quelques malheureusement implémentations qui ont défrayé la chronique avec beaucoup d'argent qui a été perdu parce qu'il y avait des failles de sécurité que les développeurs ne maîtrisaient pas forcément. La blockchain est un système complexe, mais pas forcément sa mise en œuvre. Voilà, je rejoins. Il y a beaucoup d'API, des outils orientés développeurs. Ça reste orienté développeur et surtout, il faut en avoir le besoin. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent mettre en place la blockchain, mais qui n'ont pas l'utilité en fait. Donc, à partir du moment où le cas d'utilisation est bien adapté, il y a une problématique de confiance, de nombreux acteurs, c'est ce que disait Jean-Baptiste. À partir du moment où vous avez une foultitude d'acteurs qui interagissent avec vous, c'est réellement intéressant. Si c'est pour un cas d'utilisation interne à l'entreprise, probablement que ça n'a pas de sens. Donc, après, il y a des entreprises qui accompagnent très bien sur le sujet et on trouve des outils d'assez haut niveau. Voilà, il faut comprendre un peu comment ça s'utilise quand même, au-delà du fait que ce soit simple à mettre en œuvre. Mais c'est pas très compliqué quand même. Alors, on a une question sur les réseaux sociaux. Sur quelle blockchain faut-il s'appuyer pour mettre en place un smart contract? Il y a une multitude. Ouais, effectivement, c'est toujours la question. Donc, il n'y aura pas de réponse ce matin. C'est pas possible. En fait, il y a des centaines de plateformes. Merci pour votre c'est pas réponse. possible. Et Non, pour parce votre qu'en fait, franchise, Damien. non, mais c'est important. En fait, il y a des centaines de plateformes qui ont essaimé suite à Bitcoin. Chacune sont un peu spécialisées. Si on prend Bitcoin, il est très orienté crypto-monnaie. D'autres sont orientés cas d'utilisation. Par exemple, Ethereum plutôt pour faire de la finance. D'autres vont être des blockchains qui vont être dédiés plutôt à la logistique ou pour faire des blockchains internes à des entreprises. Donc voilà, c'est en fonction du cas d'utilisation qu'on va choisir. Un peu comme les bases de données. Ou voilà, chaque produit informatique est adapté à un usage. Donc voilà, il y a des spécialistes qui pourront vous aider à faire le bon choix. On a une question dans le public ici à la Loco 2. Allez-y, bonjour. Bonjour, oui. J'aurais une question par rapport au coût en fait énergétique de la gestion en fait des bitcoins, enfin pas des bitcoins, de la blockchain sur des contrats. Enfin, quel est l'impact en fait, parce qu'il faut dupliquer l'information et l'héberger sur des serveurs à un moment donné. Donc le coût énergétique. Voilà, le coût énergétique et quel est l'impact justement sur le contrat et le coût de mettre ce genre de solution en œuvre. Jean-Baptiste. Moi, je vais donner un exemple. Donc, dans la blockchain, il y a deux mondes. Il y a la blockchain publique et la blockchain privée. Donc, ça peut émettre beaucoup de débats là-dessus. En tout cas, nous, on utilise une blockchain privée donc, qui est basée sur Tendermine, qui est un protocole spécifique. Et donc, ce process, contrairement à la blockchain publique, et pas sur la preuve de travail. Donc, la blockchain publique est plutôt sur la preuve de travail. C'est-à-dire qu'on va prouver qu'on a travaillé pour en tout cas, valider la transaction. Nous, on n'est pas du tout sur ce système. Si je vais prendre un exemple très parlant, le Bitcoin utilise à peu près autant d'énergie qu'un pays comme l'Argentine. À ISO équivalent de transaction, notre système, par exemple, donc une blockchain privée, si on met autant de transactions que le Bitcoin, utilise à peu près autant d'énergie qu'un MacBook. À peu près. Un peu moins même. Mais ce n'est pas du tout le même protocole, ce n'est pas du tout la même utilisation. Voilà, on n'est pas sur le même modèle. Mais en tout cas, on a des bitcoins qui sont très énergivores, comme le Bitcoin, qui est en tout cas pour moi une aberration. Des blockchains, vous voulez dire, qui sont très énergivores. Les blockchains, mais en tout cas, le Bitcoin est très énergivore. Ouais. Et on peut avoir aussi des blockchains, ou en tout cas des cas d'usage qu'on utilise nous, qui sont très très peu énergivores et qui n'utilisent pas de crypto-monnaie. En tout cas, nous, on n'utilise pas de crypto-monnaie, donc qui ne sont pas spéculatives. Merci. To code or not to code, j'espère que vous avez fait une idée sur la question. Merci à nos invités. Je me tourne vers Florent Cadouin et David Grelot pour leurs éclairages sur cette question. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation pour cette 8e édition de l'Innovation Week. Merci à Damien Lecamp et Jean-Baptiste Pontville de nous avoir expliqué ces contrats qui s'appuient sur la technologie blockchain. Notre deuxième émission portera bien sûr une thématique que vous allez découvrir dans un instant. Et d'ailleurs, petit teasing, je vous invite à aller directement sur le programme de l'Innovation Week, innoweek85.fr pour découvrir notre prochaine thématique. On se retrouve à 10h. À tout de suite.